Bonjour et bienvenue dans cette session organisée par le collectif des économistes atterrés, dont l'objet est de nous interroger sur la question: la sobriété peut-elle être le cœur d'un projet de société alternatif? Alors vous avez entendu les différentes analyses de la sobriété au cours des précédentes sessions, je suppose, et de ce colloque, et certaines considérant par exemple que la sobriété est à l'origine d'un processus schumpeterien de destruction créatrice qui conduira à un nouveau régime de croissance. Vous avez entendu dans d'autres sessions que la sobriété, finalement, était essentiellement un changement dans les modes de consommation qui sont en fait une vraie opportunité pour les entreprises. Enfin, il a été montré que la sobriété a une dimension collective et sociale qui implique l'intervention des pouvoirs publics, avec notamment la mise en place, par exemple, de règles contraignantes. Et puis, par ailleurs, vous avez dû prendre connaissance du sondage commandé par le Printemps de l'économie à Opinionway, qui montre que, par exemple, que la majorité de nos concitoyens considèrent la sobriété comme une nécessité face à la crise écologique. Et que cette sobriété consiste principalement à adapter nos comportements pour économiser l'énergie, l'eau, réduire notre consommation de viande, réparer nos équipements au lieu de les mettre au rebut. Bien. Ainsi, on peut dire une chose qui nous paraît intéressante: il y a une véritable prise de conscience, semble-t-il, dans notre société, de la question de la sobriété et de sa nécessité. En revanche, ce qui nous paraît non moins évident, c'est qu'il y a des conceptions très différentes de ce qu'est la sobriété et de ses implications pour nous, citoyennes et citoyens lambda, mais aussi pour notre société, pour même l'organisation des relations internationales, par exemple, des relations avec les pays du Sud. Donc, au terme de ce colloque, puisque nous sommes la 39e session, il y en a, je crois, 29e, pardon, il y en a 30, donc on a du coup un peu de recul. On a pensé qu'il serait intéressant de réfléchir ensemble sur l'ampleur et la nature des transformations qu'implique la sobriété à l'échelle de notre société dans son entité et de notre système économique. Si, et c'est là une condition importante, on assigne à la sobriété l'objectif de contribuer à préserver la planète et à protéger les populations fragilisées par la crise écologique, qu'elles soient ici ou là-bas. En d'autres termes, cette sobriété implique-t-elle un véritable changement systémique qui transformerait notre société en profondeur? Tel est le type de question que nous voulons nous poser ensemble devant vous. Alors, pour tenter de répondre à ce questionnement, certes ambitieux, j'ai sollicité 3 personnes que vous connaissez, j'imagine, pour certaines d'entre elles ici, expertes, qui vont nous apporter des éclairages complémentaires. Alors, Mireille Bruyère, à mon extrême gauche, si je puis dire, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse et membre du collectif des économistes atterrés. Patrick Jolivet, à ma droite, qui est directeur des études socio-économiques à l'ADEME, qui est l'agence, vous savez, pour la transition écologique, et Dominique Méda, à ma gauche, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, qui dirige le laboratoire de recherche IRISCO, qui est un laboratoire d'ailleurs interdisciplinaire, sociologie, anthropologie, économie, etc., et qui est présidente aussi de l'Institut Veblen, qui est un partenaire, je crois, du printemps de l'économie. Voilà. Alors Dominique, vous qui travaillez sur les questions de connaissance, de représentation collective, comment répondez-vous à la question de la signification à donner à la sobriété au sens où je l'ai défini tout à l'heure, hein? Faut-il changer notre cadre cognitif, notre façon de raisonner? Faut-il changer de système de valeurs si vraiment on prend au sérieux la notion de sobriété? Merci Dominique pour cette question. Merci au Printemps de l'économie pour l'invitation. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de teasing, hein, je vais répondre oui à la question. Oui, la sobriété doit nous permettre de modifier radicalement le système dans lequel nous vivons. Et je dirais même, pour commencer, que il est impossible
de déployer des politiques de sobriété dans notre société aujourd'hui si nous ne changeons pas radicalement les cadres cognitifs et intellectuels qui sont les nôtres encore aujourd'hui et le système économique. C'est pour ça que j'aime bien parler, j'utilise souvent l'expression de reconversion écologique et je vais essayer de m'en expliquer. Peut-être d'abord un bref rappel historique pour montrer la charge, la valeur, la signification de ce terme de sobriété. Jusqu'au Moyen Âge, et je dirais, pour repartir même il y a bien longtemps dans la Grèce antique, hein, ce que nous ont livré des auteurs comme Platon, Épicure, Aristote, la sobriété, c'est une vertu. C'est une vertu qui est à la fois individuelle et collective. Ça, c'est très important. Hein. C'est aussi une sorte de vertu politique qui tient l'ensemble de la communauté. Aristote, par exemple, que nous dit-il? Il nous dit qu'il y a deux types d'économies. Il y a une économie naturelle. C'est l'économie qui consiste à bien s'occuper de la maisonnée, à faire un petit peu de commerce, de quoi nourrir cette maisonnée. Mais tout ça est limité et modéré. Et Aristote pense aussi qu'il faut vivre dans des cités de taille assez petite pour pouvoir développer une bonne économie et dans des je dirais, dans une forme de démocratie. Et donc, il y a dans toute cette philosophie une importance accordée à la modération, à la mesure. Hein, Aristote, c'est le penseur du juste milieu, de la mesure, et une détestation de l'illimité. Je disais, il y a une économie naturelle et puis il y a une économie que Aristote appelle non naturelle, c'est la crématistique. Alors ça, c'est la mauvaise économie où en fait on cherche à faire du profit, à échanger des marchandises uniquement pour avoir un gain monétaire. Et ça, c'est l'illimité, nous dit Aristote, et donc c'est vraiment la mauvaise économie. Et tout ça va durer, hein, la pensée chrétienne va reprendre toutes ces affaires de tempérance et donc de valeurs à la fois individuelles et collectives, jusqu'au moment où on va connaître un bouleversement absolument majeur qui donne un nouveau tour à nos sociétés et qui fixe un cadre dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui. Quand est-ce que ça commence? En gros, on pourrait dire au XVIIe, avec ces deux penseurs très importants que sont Descartes et Bacon, Francis Bacon. Francis Bacon qui nous dit qu'il faut repousser les frontières ou les limites de l'empire humain. Donc l'idée de limite qui était tellement valorisée dans l'Antiquité devient quelque chose qu'il faut absolument bousculer, dont il faut se débarrasser. Descartes, de la même façon, hein, nous dit qu'il faut abandonner cette philosophie scolastique et essayer de repousser les limites de la connaissance humaine. Et puis, je dresse comme ça encore très rapidement quelques petits jalons. Hein. Vous vous souvenez peut-être de la fable de Mandeville. C'est l'histoire de cet essaim d'abeilles. Elles vivent dans le luxe, dans le vice. C'est très bien. Et plus il y a de péché, et plus il y a de vice, mieux c'est, parce que plus il y a de production. Et puis un jour, tout ça s'arrête. Jupiter décide que cet essaim d'abeilles, il a assez vécu dans le péché, donc c'est terminé. Elles doivent désormais vivre dans la modération. Le texte dit la modération, cette peste de l'industrie, et l'essaim va être à moitié abandonné parce que plus rien n'est produit, plus rien ne se passe. Et donc cette idée qu'il faut produire toujours plus, consommer toujours plus. Jean-Baptiste Say, par exemple, nous dit que la consommation, c'est quelque chose qui va affiner les facultés humaines. En gros, produire et consommer, ce sont les caractéristiques de l'humanité. Nous devons humaniser le monde. Hein. Hegel et Marx, ça sera poussé vraiment à son acmé, hein, cette philosophie. On doit humaniser le monde, et le faire à notre image, faire disparaître la nature. Hein. Hegel dit qu'il faut vernichten, anéantir la nature pour mettre de l'humain à la place. Et donc, production, consommation, les actes humains suprêmes qui civilisent la nature. Et tout ça débouche, je vais un peu vite, hein, pardonnez-moi, je fais une forme de caricature, mais tout ça débouche sur quoi autour de la Seconde Guerre mondiale, sur le PIB, notre indicateur fétiche, le produit intérieur brut, qui nous dit en gros que plus on produit, mieux c'est, et plus on consomme, mieux c'est. La consommation, c'est un devoir social. La consommation, c'est un des deux moteurs de la croissance. Donc, comment voulez-vous,
dans un tel cadre, puisque nous vivons encore dans ce cadre, hein, et moi j'appelle le PIB, la comptabilité nationale, c'est un cadre cognitif, c'est un dispositif vraiment qui guide nos actions. Comment voulez-vous que dans un tel cadre intellectuel et cognitif, on puisse déployer vraiment des politiques de sobriété? C'est absolument impossible. On deviendrait complètement schizophrène, parce que d'un côté, on nous dit consommer toujours plus, et de l'autre côté, on nous dit vous devez consommer moins. Complètement schizophrène. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut, et c'est pour ça que j'emploie le terme de reconversion écologique, il nous faut une conversion de nos mentalités, de nos esprits, d'une certaine manière, identique à celle qui s'est passée au XVIIe siècle. Un autre cadre cognitif, voire une autre cosmologie, c'est-à-dire un autre rapport entre les humains et la nature. Il nous faut, me semble-t-il, ça fait longtemps que je travaille là-dessus avec beaucoup de collègues, Jean Gadret, Florence Jany-Catrice, Isabelle Cassirs, beaucoup d'autres. On travaille sur la tentative de trouver de nouveaux indicateurs de richesse qui pourraient non pas nécessairement remplacer le produit intérieur brut, mais au moins enserrer le produit intérieur brut. Par exemple, on propose d'utiliser l'empreinte carbone qui peut être déclinée sur les entreprises, sur les individus, sur les régions. Et l'indice de santé sociale construit par ma collègue Florence Jany-Catrice. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on essaye d'enserrer la production dans les limites planétaires, mais on essaye que ça se fasse dans une approche, un contexte de justice sociale, ce que nous permet de faire l'indice de santé sociale. Alors j'ai dit conversion, mais aussi reconversion, c'est-à-dire que on va devoir reconstruire tout notre système économique, et très largement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler de sobriété énergétique comme s'il fallait un tout petit peu changer nos sources d'énergie. Pas du tout. Il faut reconstruire la totalité de nos économies pour leur permettre justement de devenir globalement sobres. Et Dominique Pillon l'a dit tout à l'heure en introduction, hein, il nous faut de la rénovation thermique des bâtiments massifs pour faire des économies, puis pour arrêter que les gens aient froid. Il nous faut de nouvelles infrastructures, il nous faut réformer complètement notre agriculture, il nous faut évidemment développer les énergies renouvelables, et tout ça demande à la fois un investissement massif, donc des dépenses publiques très importantes, et beaucoup de changements dans l'emploi également. Donc il nous faut anticiper les reconversions industrielles que nous allons avoir à affronter. La bonne nouvelle, c'est que ces changements, si nous les anticipons bien, devraient nous permettre de créer de nombreux emplois, peut-être de changer le travail si nous sommes suffisamment intelligents. Et bien sûr, ça ne se fera pas facilement. Il y a des freins à tout cela, à ce processus, les lobbies évidemment, mais aussi peut-être plus directement, hein, la question des dépenses publiques. Vous savez qu'on nous objecte toujours quand on dit qu'il faut faire ces investissements massifs que, bien attention, il y a la dette, on ne peut pas augmenter les dépenses publiques, c'est ce que la programmation budgétaire nous dit. Donc il me semble qu'il faut aujourd'hui que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons faire ces investissements. Peut-être un dernier mot sur le rapport qui a été publié il y a quelques jours par des collègues du CLERC, qui nous dit qu'il y a 160 milliards d'aides publiques aux entreprises. Et il me semble que si on parvenait à réorienter une partie de ces 160 milliards vers les entreprises, les secteurs, les emplois non toxiques, ou même bons, on va dire favorables à la transition écologique et sociale, on pourrait sans doute déployer largement cette nouvelle société, cette nouvelle économie, au centre de laquelle se trouverait la sobriété. Merci Dominique, je crois que tu as vraiment, planté le décor et que vous avez pris du recul historique. Ce qui est passionnant, c'est de voir que ce qui a existé à l'Antiquité, le passage au capitalisme, à la révolution industrielle, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, et ça nous fait prendre conscience de la phase historique dans laquelle on est. Si on veut réussir à préserver la planète, eh bien là, on a un changement, tu appelles ça une reconversion, qui est absolument phénoménale en quelque sorte. Alors ça peut nous donner le vertige, évidemment, mais en même temps, si on ne prend pas à bras le corps cette question, et notamment si on ne donne pas son plein sens à la notion de sobriété, alors on est dans une situation particulièrement dangereuse, menaçante. Alors je me tourne maintenant vers Mireille Bruyère. Mireille, vous avez coordonné avec un livre du collectif des économistes atterrés qui s'intitule « De quoi avons-nous vraiment besoin ?», auquel d'ailleurs j'ai eu le plaisir de contribuer, et dont l'idée centrale est de montrer que la sobriété implique de partir de nos besoins fondamentaux dans la société,
à tous les niveaux, les principaux étant le logement, la santé, l'alimentation, l'éducation, la culture, et que c'est un moyen précisément de reposer correctement le problème de notre avenir et aussi de lutter contre la surconsommation, qui est quand même une des causes de la crise écologique. Et donc, peut-être pouvez-vous nous dire, Mireille, un peu le sens de cette démarche, comment vous l'avez analysée, et comment, à titre personnel aussi, dans vos travaux de recherche, eh bien, vous avez avancé sur cette question de la sobriété. Merci Dominique. Oui, je pense que je vais venir en complément de Dominique Médard pour essayer peut-être, à partir de ce que vous posez du côté des valeurs, de la transformation, de la façon dont on se représente le monde, notre rapport à la nature, comment ensuite on va transformer finalement ce qui est quand même pour moi au cœur ici de l'enjeu, c'est la façon dont socialement on a construit les modes de production. Hein. Et je vais essayer de développer un petit peu ce point qui me semble assez essentiel pour articuler et la question de consommation et les questions de production. D'abord, rappeler quand même, mais je pense que ça a été rappelé dans les journées, c'est qu'effectivement, ça fait un moment, ça fait déjà de nombreuses années qu'on a des alertes concernant le réchauffement climatique, la baisse de la biodiversité. Les scientifiques ont énormément documenté ce travail et un concept a été proposé déjà il y a de nombreuses années, l'idée de transition écologique et sociale, qui pouvait donner l'idée que la société était relativement mature, rationnelle, informée, pour organiser une transition relativement sociale, démocratique, qui nous permettrait de basculer d'un mode de production à base d'énergie fossile, pour résumer, à un mode de production dans lequel on va utiliser des énergies décarbonées et en particulier les énergies renouvelables. Alors, il faut savoir que les politiques autour des énergies renouvelables sont très importantes et qu'effectivement, on a une croissance de l'implantation et des investissements autour des énergies renouvelables. Mais force est de constater, en tout cas au niveau mondial, qu'on n'est pas du tout dans une transition qui substitue un mode de production énergétique à un autre, mais plutôt une addition, puisque finalement, au niveau mondial, on a encore les énergies fossiles qui sont restées à un même niveau en termes de part d'énergie primaire. Donc quelque chose il y a bien des investissements qui ont lieu, il y a bien une prise de conscience, et pourtant, tout fait comme si on accumulait, on additionnait beaucoup plus qu'on ne substituait. Donc, évidemment, la question de la bifurcation ou de la sobriété devient de plus en plus importante, puisqu'il ne s'agit pas de transiter, mais peut-être de changer de direction. Et dans le changement de direction, il y a quelque chose, une soustraction, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être retirer quelque chose et pas simplement dire on va rajouter des investissements, on va rajouter de nouvelles sources d'énergie. Alors, sur ce est arrivé effectivement la période très très récente avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine et un certain nombre de pénuries mondiales qui sont avérées, qui viennent faire apparaître ce concept de sobriété qui a été repris de toutes parts et qui a, à mon avis, amoindri sa portée politique. On se trouve avec un concept qui est polysémique et qui peut poser problème. Et donc, je voudrais d'abord distinguer, enfin en tout cas me prendre une distance avec l'idée que la sobriété, ça serait surtout une sobriété d'abord conjoncturelle. Il faut faire un effort là maintenant autour de petits gestes, d'incitation économique visant à réduire les surconsommations. Ce qui est tout à fait nécessaire, mais qui reste comme à un niveau superficiel, c'est-à-dire dans une version même relativement encore plus problématique, qui ne repose pas en plus la question des inégalités vis-à-vis de la consommation, puisqu'on sait que l'impact de la consommation des classes les plus riches est très, très différent que les classes populaires. Donc, cette version-là de la sobriété des petits gestes me semble rater l'enjeu qui est le nôtre, puisque la chose la plus importante, c'est que, étant donné, ne serait-ce que les accords de Paris, les transformations et donc les baisses de flux matériels énergétiques utilisés doivent être drastiques. Donc il y a quelque chose qui est souvent, comment dire, occulté, souvent dans le débat quand on parle de transition ou même de croissance verte, c'est que l'effort à faire est un effort
drastique et très rapide. Et l'ampleur de l'enjeu nous conduit évidemment à questionner, alors c'est des facteurs de 4 à 6, de division d'ici une vingtaine d'années. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est ça qui est posé en termes de scénario, qui nous pousse à poser la question, finalement, on va aller dans l'os, c'est-à-dire dans le cœur de ce qui fait notre société, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, le rapport social de production, finalement. C'est-à-dire l'institution centrale dans laquelle nous sommes, celle qui détermine les modes de consommation et les modes de production, c'est quelque chose autour de... Alors, Marx l'a appelé rapport social de production, on peut s'entendre sur les termes, mais je voudrais centrer sur cette idée que... il y a au centre la volonté, effectivement, d'organiser la société autour de la production, qui n'oppose pas, pour reprendre ce que tu disais, Dominique, qui n'oppose pas consommation et production. Pourquoi ? Parce que le constat, c'est qu'au fur et à mesure que se développent les modes de production, la productivité, nous avons une consommation qui augmente nécessairement, sinon ça ne boucle pas, évidemment, comme le disent les keynésiens, ça ne boucle pas. Mais cette consommation devient de plus en plus co-déterminée par les modes de production. On le voit dans les pays à haut PIB, les consommations préengagées, incontournables, contraintes, sont de plus en plus importantes, qui montrent un certain effet structurel de la consommation et qui rend très difficile d'invoquer la consommation et les gestes de chacun, parce que chacun est pris, évidemment, dans cette structure de consommation. Je prends le grand classique qu'on apprend aux étudiants, c'est quand on regarde l'évolution des budgets des ménages, on passe d'un budget qui est déterminé dans les années 60 par l'alimentation, par exemple, et puis de plus en plus une augmentation du foncier, du transport, de l'énergie, des télécommunications. 4 éléments fondamentalement non déterminés par l'arbitrage des ménages, qui sont pris par la métropolisation, l'industrialisation des modes de vie, qui conduisent évidemment à, si vous appelez ensuite, d'où les gilets jaunes, si vous appelez ensuite à dire faites des efforts, chacun ne peut pas les faire aux mêmes manières. Donc on voit bien la détermination, la codétermination, production et consommation, sur lequel je voulais revenir pour ne pas se faire enfermer du côté d'une politique qui serait finalement assez morale, d'invoquer la responsabilité de chacun, tous responsables. Ce qui n'empêche pas à chacun de nous d'agir là où nous sommes. C'est simplement, en tant que chercheur, j'essaie de porter une analyse un peu institutionnelle qui me fait dire que, du coup, comment on va un petit peu qualifier cette institution centrale-là, comment on peut la qualifier spécifiquement, puisque toute société a toujours un mode de production. On ne peut pas imaginer une société sans mode de production. Les caractériser, il me semble que ce qui caractérise ce que disait Dominique Méda, cette illimitation, moi je le définirais, c'est complémentaire, je le définirais comme la recherche à tout coup de productivité et de performance, qui conduit à privilégier toujours les modes de production qui intègrent, qui sont intégrateurs, qui industrialisent, qui cherchent à déployer le plus de puissance de production, et qui conduisent à un phénomène de plus en plus important, qui est que les secteurs de production sont de plus en plus interdépendants. Et ça, c'est une difficulté que nous avons, parce que quand on parle de bifurcation, il faut rentrer dans la machine. Comment on désintrique ces éléments ? Alors, par exemple, pour l'agriculture, qui s'est modernisée, puis maintenant numérisée avec 2.0, on la critique dans le livre dont a parlé Dominique Pillon, de quoi avons-nous vraiment besoin ? On a plus de numérique pour faire de l'agriculture, plus de télécommunications, plus de logistique, plus de transport, plus d'énergie, plus de chimie. Tous ces éléments, ce sont plein de secteurs qui viennent faire de l'agriculture. Donc évidemment, à chaque fois, on intègre toujours plus pour avoir effectivement des puissances de production et des volumes de production très importants, tout en diminuant le temps de travail. C'est pareil pour le bâtiment, plus d'énergie, plus de béton, la mondialisation a conduit plus de transport, un certain nombre de nouveaux matériaux qui sont impliqués maintenant dans la construction. Alors il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais je prends acte de cette intrication ou cette industrielle. On peut prendre plein d'exemples, c'est pareil pour le textile. Les travaux montrent que même actuellement, l'idée de vouloir recycler, réutiliser le textile, c'est de plus en plus difficile, et ça c'est relativement récent, parce que les textiles sont faits de telle manière, avec énormément de chimie, d'innovation, qui fait que, en fait,
je remonte même il y a 15 ans en arrière, on pouvait encore réparer, recycler. L'expérience, par exemple, d'Emmaüs, c'est de dire nous recevons énormément d'habits, mais nous devons en jeter une très grande partie parce qu'on ne peut pas les utiliser. Ce qui est évidemment qui est conditionné par plus d'énergie, plus de transport, etc. Donc la question, ce qui nous amène à constater tous ces effets rebonds, qui sont un concept en économie qui montre qu'à chaque fois qu'on fait une innovation ou un effort en termes d'efficacité, elle est déployée pour plus de croissance. Donc effet rebond direct, indirect ou dans ce cas-là structurel, qui me permet de proposer l'idée que finalement les hauts niveaux de productivité que nous connaissons actuellement sont conditionnés par 3 dimensions fondamentales. La forte division du travail, qui conditionne les inégalités, la forte consommation d'énergie et la forte consommation de matière. Et donc je pose la question, si nous voulons diminuer la consommation d'énergie et de matière, ne faut-il pas revenir sur les niveaux de productivité, non pas sur les gains de productivité, mais sur les niveaux de productivité. En ce sens, il me semble que la sobriété est un projet de société, puisque c'était le thème de la table ronde, anti-productiviste. C'est-à-dire, c'est vouloir peut-être se poser la question d'une société sobre, concrètement. C'est peut-être revenir sur les niveaux de division du travail. Alors on parle de circuits courts, de relocalisation, ça participe absolument de ça. Mais j'essaie d'aller au cœur de ce qui nous tient, c'est-à-dire finalement, est-ce que reprendre le chemin social, démocratique du rapport de production, ce n'est pas effectivement diminuer les niveaux de productivité et de division du travail. Voilà, merci. Merci Mireille. Voilà, donc on a vraiment bien vu à quel point la complexification de notre société, l'intrication, comme vous le dites, des différents processus de production et aussi des classes sociales entre elles, sur la manière dont la société est organisée, fait qu'il y a véritablement, si on veut remplir notre objectif de sobriété, il y a nécessairement besoin de déconstruire une partie importante sur le plan à la fois social, sur le plan de la production, ce qui est notre société et notre système productif d'aujourd'hui. C'est donc en effet beaucoup plus fondamental que ce qu'on a pu entendre dans certaines des sessions qui ont eu lieu avant celle-ci. Ceci dit, le précédent printemps de l'économie, vous le savez, a parlé de la bifurcation écologique et sociale, et non pas de la transition écologique et sociale. C'était son thème, précisément pour faire la nuance. Déjà avec l'idée que, attention, nous ne sommes pas dans une phase de transition, non. Il faut bifurquer, c'est-à-dire changer de trajectoire. Et ça, c'est un point déjà sur lequel on a, dans le cadre de ce colloque l'année dernière, on a commencé à réfléchir. Alors Patrick Jolivet, l'ADEME, que tout le monde connaît, je suppose, l'Agence de la transition écologique en France, qui fait vraiment un très gros travail, dont vous êtes le chef des études socio-économiques, donc a fait 2 choses qui sont intéressantes, et c'est pour la raison pour laquelle on vous a demandé de venir aujourd'hui brièvement, mais vous faire part de vos travaux. Vous avez fait d'abord un rapport qui s'intitule « La sobriété, une aspiration croissante vers un projet de société ». Voilà, tout a été dit par rapport à dans ce titre, en tout cas par rapport à notre problématique, et aussi très intéressant, et c'est une méthodologie qui est différente de ce qu'on a pu évoquer jusqu'ici, mais tout à fait importante. C'est des scénarios prospectifs pour illustrer finalement le champ des possibles pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, en l'occurrence à l'horizon 2050. Et puis essayer par ces scénarios, de montrer quelles sont les décisions incontournables, comme vous dites, et un peu dans le prolongement de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des changements incontournables si vraiment on veut arriver à atteindre nos objectifs. Voilà, donc je vous donne la parole peut-être pour essayer de nous donner très brièvement, hélas trop brièvement, déjà un premier élément de connaissance de notre public sur vos travaux. Merci Dominique, et merci aux organisateurs du Printemps de l'économie pour l'invitation. Donc effectivement, je vais présenter très rapidement les scénarios. Alors, sur le contexte de construction des scénarios, ce qu'on voulait, c'était effectivement illustrer le champ des possibles pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc,
notamment éclairer les décisions qui étaient incontournables, et je rejoins ce qu'ont dit les intervenantes précédentes, qui étaient incontournables à court terme, parce que 2050, ça peut paraître loin dans 30 ans, mais en fait, c'est dès cette décennie, et d'ici 2030, qu'il faut avoir pris des décisions structurantes si nous voulons atteindre la neutralité carbone, quel que soit le chemin qu'on prendra. Voilà. Alors, ce qu'a fait l'ADEME en s'inspirant des travaux du GIEC, c'est de proposer 4 scénarios contrastés et cohérents. Ces scénarios sont des récits, c'est-à-dire que ce sont à la fois des exercices technico-économiques, mais ce sont également des récits, des formes de société, et de 4 formes de société assez différentes et disposant chacune de leur cohérence intrinsèque vers la neutralité carbone. L'objectif, c'est d'abord un objectif énergie-climat, c'est vrai. On a essayé néanmoins de montrer que les objectifs énergie-climat étaient interconnectés avec d'autres enjeux. Les enjeux relatifs à la bioéconomie, par exemple, tout ce qui relève de l'agriculture, de l'alimentation, des usages de la biomasse, des usages des sols, les enjeux d'aménagement du territoire, ce qui concerne les transports, le bâtiment, ou encore les enjeux liés à l'industrie, aux matières premières, au recyclage et à l'économie circulaire. Donc 4 scénarios cohérents et contrastés que je vais vous présenter très brièvement, et puis évidemment, s'il y a des questions, je pourrais y répondre plus en détail. Alors, en fait, pour atteindre la neutralité carbone, on a 3 leviers. On a le levier de la sobriété, s'interroger sur nos besoins. On a le levier de l'efficacité énergétique, produire en consommant moins d'énergie. Et puis on a le levier de l'énergie décarbonée. Je n'ose parler des énergies propres, mais à tout le moins des énergies décarbonées. Alors les 4 scénarios utilisent ce 3e levier des énergies décarbonées et utilisent de façon variable, par contre, les deux premiers leviers que j'ai évoqués, la sobriété et l'efficacité énergétique. Ça va d'un scénario, premier scénario que nous avons appelé génération frugale, qui est un scénario où la sobriété est très très fortement mobilisée, qui est un scénario où on va chercher à éviter les impacts de l'homme et de l'économie sur l'environnement, à un scénario inverse, le 4e scénario qu'on a appelé Paris réparateur, qui est un scénario dans lequel, à l'inverse, on va essayer de réparer les impacts et de poursuivre les modes de vie actuels en pariant sur le fait que la technologie pourra ou pourrait réparer les dégâts à l'environnement causés par la perpétuation de nos modes de vie actuels. Et donc on a 4 scénarios contrastés. Donc évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails en quelques minutes de ces 4 scénarios, mais pour donner quelques images, le scénario 1, c'est un scénario où on va avoir des phénomènes, on aura moins de construction par exemple. Si on parle des volumes et des activités qui doivent évoluer, c'est un scénario où les 2 premiers scénarios sont des scénarios où on construira moins qu'aujourd'hui parce qu'on va réutiliser une partie des logements vacants, des bureaux vacants, des résidences secondaires qu'on va transformer en logements principaux. Les usages à l'intérieur des bâtiments vont se transformer. On aura globalement moins de certains équipements. On aura moins de climatisation. On aura moins de sèche-linge. En moyenne, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde, mais en moyenne, c'est des scénarios dans lesquels les usages seront... Il y aura moins de certains usages. Il y aura plus de mutualisation. C'est des scénarios où, dans les équipements, chacun n'a pas forcément une machine à laver chez lui, mais vous pouvez avoir des systèmes de laverie en bas de bâtiment et un certain nombre d'équipements comme ça qui seront partagés. Voilà. Donc vous avez une transformation dans la construction et également dans l'usage des bâtiments. À l'inverse, des scénarios, donc c'est des scénarios aussi, les 1 et 2, où on rénove massivement pour atteindre les objectifs d'un parc de logements à 80% compatible avec l'objectif de BBC à horizon 2050. À l'inverse, les scénarios 3 et 4 sont des scénarios dans lesquels on construit beaucoup plus. Un des corollaires, ce sont aussi des scénarios où on poursuit l'artificialisation des sols. Seuls les 2 premiers scénarios sont compatibles avec nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Le scénario 3 est comparable à un scénario tendanciel, ce qui se passerait si on ne prenait pas de mesures nouvelles. Et le scénario 4 est même un scénario dans lequel l'accès à l'artificialisation des sols se prolonge, se poursuit. Alors, une autre slide, j'en ai pas beaucoup, promis, mais c'est pour donner quelques images sur ces scénarios. Alors, très concrètement, pour la vie quotidienne, ça peut vouloir dire quoi? Alors, quelques chiffres. Le premier, en haut à gauche, ce sont les surfaces par habitant. Bon, ça montre que dans les scénarios 1 et 2, on aura besoin de moins de logements et donc de moins de surface par habitant qu'aujourd'hui, contrairement aux scénarios 3 et 4. Dans le graphique, en bas à gauche, c'est relatif à la consommation de viande. On voit bien que, en moyenne, pour la population française, et c'est important de le rappeler, les scénarios 1 et 2, ce sont des scénarios où on va consommer moins de viande. On va baisser de 70% la consommation de viande dans le scénario 1, de 50% dans le scénario 2, là où elle ne baissera que d'un tiers dans le scénario 3, et d'à peine de 10% dans le scénario 4. Alors,
bien évidemment, quand on dit baisser la consommation de viande en moyenne de temps dans tel ou tel scénario, ça ne s'applique pas de la même manière à tout le monde. Évidemment, le message qu'on veut faire passer, c'est que ces questions de sobriété, elles s'appliquent différemment en fonction des positions. Et il n'est pas question pour nous de dire à un ménage en situation de précarité énergétique qu'il va devoir consommer moins d'énergie, à un ménage en précarité alimentaire qui bénéficie de l'aide alimentaire qui va devoir se passer de viande ou baisser sa consommation alimentaire. Donc évidemment, il faut différencier le discours moyen de ce qui s'applique à chacun en fonction de sa situation. Et puis sur la partie droite de la diapositive, vous avez des données qui correspondent au transport. On voit bien que les scénarios 1 et 2, donc les scénarios de plus forte sobriété, sont des scénarios de démobilité. L'usage, les kilomètres parcourus par personne et par an vont baisser de 30% dans le premier scénario, par exemple, de 17% dans le second, alors qu'ils vont augmenter de 13% dans le troisième et de 30% dans le quatrième. Donc on a démobilité dans les deux premiers scénarios, on a accroissement des mobilités dans les scénarios 3 et 4. Et puis, donc ça, c'était à droite en haut, et puis en bas à droite, vous avez l'usage du vélo. Alors, l'année de référence est 2015, si on pose que la valeur vaut 1, vous voyez que dans le scénario, on fera 8 fois plus de vélo en 2050, 11 fois plus dans le scénario 2, et seulement, entre guillemets, 4 fois plus et 2 fois plus dans les scénarios 3 et 4, ce qui est déjà beaucoup. Donc, voilà, des dimensions de sobriété relatives dans les scénarios 1, 2, 3 et assez peu dans le scénario 4, puisque c'est un scénario plutôt de perpétuation des tendances actuelles, voire de leur amplification également des phénomènes de métropolisation dans les scénarios 3 et 4, alors que les scénarios 1 et 2 sont des scénarios plus de proximité, où on se recentre sur les villes moyennes ou sur les zones rurales. Alors, je m'arrête là sur la présentation des scénarios. Peut-être que ce qui est intéressant, et puis aussi pour rebondir sur les propos de Dominique et de Mireille, c'est de regarder quelques instants l'impact macroéconomique de ces scénarios. Donc, l'ADEME a procédé à une évaluation de l'impact macroéconomique de ces 4 scénarios. Nous avons développé avec un organisme qui s'appelle l'Observatoire français des conjonctures économiques un modèle d'évaluation macroéconomique en prospective depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc, quand on fait l'évaluation macroéconomique prospective, on compare un scénario tendanciel. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on prolongeait les tendances actuelles avec des scénarios de transition, donc là, avec nos 4 scénarios. Donc, là aussi, je ne vais pas vous lire la slide, ce ne serait pas très intéressant, mais l'idée, c'est que par rapport à un scénario tendanciel, en fait, le premier scénario se traduit par une baisse des principaux indicateurs macroéconomiques, donc du PIB, de l'emploi, de la dette. Alors après, on peut discuter des indicateurs macroéconomiques, et je rejoins en grande partie ce qui a été dit par les deux premières intervenantes, mais voilà, le scénario est un scénario qui dégrade le scénario tendanciel. Néanmoins, attention, il ne dégrade pas la situation macroéconomique par rapport à aujourd'hui. On a bien une augmentation du PIB en 2050, si on prend que l'indicateur PIB, et là aussi on pourra en discuter, il y a bien une augmentation du PIB en 2050 par rapport à aujourd'hui. Par contre, cette augmentation est inférieure à celle d'un scénario tendanciel où on ne prendrait pas des mesures de transition. C'est en ce sens où on dit que le scénario est moins bon sur les grands indicateurs macroéconomiques que le scénario tendanciel, alors que les scénarios 2, 3, 4 sont des scénarios qui améliorent les indicateurs macroéconomiques. Donc ça peut paraître contre-intuitif, et là on pourra avoir un débat là-dessus, qui est que en fait la baisse drastique des consommations d'énergie et la baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre, qui est réalisée dans les 4 scénarios, ne se traduit pas forcément par une baisse d'activité, et peut au contraire se traduire par des augmentations d'activité. Tout dépend des effets de réallocation sectorielle. Et typiquement, on va avoir, dans un scénario comme le scénario 2, si je prends cet exemple-là, on va avoir une baisse relative de la production industrielle, j'en ai parlé, de la production automobile, de la construction, mais on va avoir une augmentation des investissements d'efficacité énergétique, on va avoir une baisse de la balance commerciale parce qu'on aura besoin de moins importer, on exportera moins puisqu'on est sur des scénarios plus localisés, mais on importera également moins d'énergie, donc la balance commerciale va s'améliorer. Et au final, par ces effets de réallocation intersectorielle, en fait, l'activité économique globale peut continuer à s'accroître. Et c'est là le point qui nous semble intéressant du coup pour le débat, c'est que décroissance des consommations d'énergie et décroissance des émissions de gaz à effet de serre ne se traduit pas automatiquement d'après ces travaux, qui méritent, encore une fois, ce sont des travaux de recherche qui méritent ensuite d'être complétés, d'être poursuivis. Mais en l'état actuel de nos travaux et de nos connaissances, décroissance de nos émissions et de nos consommations énergétiques ne se traduit pas obligatoirement par une décroissance du PIB. Voilà. Et donc, la conclusion qu'on a, c'est que
notre avis, il faut sortir du débat croissance-décroissance du PIB, qui est un débat qui n'est pas forcément très intéressant. Le PIB, c'est quoi le PIB? C'est la somme des valeurs ajoutées, c'est la somme des revenus distribués une année donnée au cours de processus de production. Mais le PIB, ça ne dit rien sur le degré de décarbonation de l'économie, absolument rien. Et donc, vous pouvez très bien avoir un PIB qui soit tiré par des investissements d'efficacité énergétique, par des activités de services, et non pas par les activités industrielles fortement consommatrices d'énergie ou consommatrices de ressources. Et donc, à notre avis, il faut sortir du débat croissance-décroissance du PIB et prioriser beaucoup plus, et ça a été dit, je crois, par Dominique tout à l'heure, il faut prioriser beaucoup plus la discussion sur le niveau, sur le contenu du PIB que sur son niveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le PIB. Et je crois que c'est Mireille Bruyère aussi qui le disait tout à l'heure. Le bon débat, c'est ce que pose la sobriété comme question, au-delà des enjeux de court terme de chasse au gaspillage, parce qu'il faut passer l'hiver, qui sont des enjeux réels, hein, bien sûr, hein, mais au-delà de ces enjeux de court terme, ce que pose la sobriété comme question intéressante à la macroéconomie et à la politique économique, c'est quelles sont les activités prioritaires qu'on veut développer dans une société sobre et dans le respect des limites de la biosphère. Et donc, interrogeons-nous sur les activités économiques prioritaires, le débat démocratique qui conduit à les prioriser, et donc interrogeons-nous sur le contenu du PIB, beaucoup plus que sur son niveau. Bien, merci. Donc voilà, vous avez eu un autre éclairage, vous voyez d'autres approches. Hein, on a essayé de vous proposer des approches complémentaires, hein, sur la réflexion, sur la sobriété, pour nous qui revêt une dimension absolument radicale et de transformation profonde. Donc comme ça, vous avez pu voir une autre dimension. Là, la dernière diapositive montrait essentiellement les dimensions macroéconomiques. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, évidemment, c'est l'aspect redistributif entre les catégories de population, entre les territoires. Évidemment, ça, c'est une autre chose à prendre absolument, une dimension absolument à prendre en compte, parce que ça rejoint toute la problématique sur les effets sociaux de la transition et la sobriété pour qui, hein, et comment. Donc ça, c'est évidemment un point tout à fait essentiel. Alors, le temps a passé. On voudrait donc donner à moins que mes collègues, mais je crois que vous prendrez la parole après à l'occasion des questions. Je vais donner la parole à la salle. Donc, écoutez, je crois que le micro va circuler. Ou autrement, je peux le faire circuler. Prêtez le mien. Je vais plus vite. Oui, merci. J'aurais deux questions très courtes. Dans une conférence précédente, il a été question de planification pour aborder... Pardon? Oh, c'est pas très grave qu'on ne me voit pas. Ah, en plus, ça va leur donner. Oui, donc dans une conférence précédente, il était question de planification pour aborder cette bifurcation. Donc, qu'en pensez-vous? Et puis ma deuxième question, Dominique Méda, je crois que vous parlez souvent de post-croissance plus que de décroissance. Est-ce que vous avez à ce sujet l'oreille des politiques? Est-ce qu'ils se sentent concernés dans un scénario démocratique par cette post-croissance? Merci. Juste sur la planification, l'ADEME a publié un rapport cet été qui s'intitule « Pour un contrat social de transition ». Et donc, effectivement, on pense que ces sujets-là sont des sujets de long terme et on ne peut y arriver que s'il y a planification. C'est planification au sens coordination de l'ensemble des forces économiques, politiques et sociales pour transformer la société. Parce qu'on a bien vu, quand je présentais les scénarios 1 et 2 de l'ADEME, et ça a été dit également, qu'il s'agit d'une transformation assez profonde de la société, et ce n'est pas une transformation qui se produira spontanément par les forces du marché. Donc il est absolument crucial de mettre en œuvre cette planification selon nous. Nous l'appelons de nos voeux comme d'autres, et d'ailleurs, pour la première fois, il y a un secrétariat général à la planification écologique qui a été créé, qui est rattaché directement à la Première ministre. Hein, et c'est une nouveauté institutionnelle qui nous semble être un signe très fort. Dominique? Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Patrick Jolivet sur la planification qui semble absolument essentielle. Alors, c'est peut-être pas une planification d'État avec un État qui, comme ça, déciderait tout seul de ce qu'il faut faire, mais évidemment, il faut des discussions, notamment avec les territoires, les régions, les collectivités locales. Et il y a toute une dimension, je crois que Patrick l'a cité tout à l'heure, d'aménagement du territoire qui est extrêmement important, c'est-à-dire comment on articule toutes les aspirations, les envies, les réalisations des métropoles, des territoires et comment on les articule dans un grand plan général. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que ces scénarios sont très intéressants. Moi, je pense qu'il faut
qu'on essaye encore d'affiner ces scénarios, mais presque, de façon très précise, quoi. Quid de l'emploi, qu'on regarde chaque année comment ça peut se passer, parce que je pense que ça rassurera les personnes de savoir où elles vont. Et sur votre question sur la post-croissance, il y a pas mal de débats sur Twitter autour de ce que Patrick Jolivet soutient, c'est-à-dire qu'il dit souvent que dans tous les scénarios, finalement, il y a de la croissance. Donc, il est attaqué par les partisans de la décroissance. Alors, nous, avec mes collègues, on préfère parler en effet de post-croissance, c'est-à-dire on abandonne l'objectif de faire des points de PIB supplémentaires. D'une certaine manière, on s'en fiche. On se fixe d'autres objectifs, satisfaire les besoins essentiels de tous, essayer d'accéder au plein emploi, que chacun ait un revenu décent, la santé, l'accès à la santé pour tous, etc. Et quand je parlais des nouveaux indicateurs tout à l'heure, quand je parlais de l'empreinte carbone et de l'indice de santé sociale que Florent Janicatrice a construit, il intègre, il agrège différentes dimensions, les conditions de travail, l'égalité ou les inégalités de revenus, etc. Donc voilà, l'idée c'est, d'une certaine manière, on verra bien. On essaye de poursuivre des objectifs et pas la croissance. Peut-être qu'à terme, en effet, avec tous ces investissements massifs qu'il faut consentir, peut-être qu'il y aura plus de croissance et peut-être pas. Et c'est pas le sujet. Simplement, ce que moi je trouve que c'est assez opaque, évidemment, et je ne sais pas comment l'OFCE a fait pour avoir une idée un peu précise de ce qui pourrait se passer dans 20 ans. Je trouve que ce n'est pas du tout évident. Mais ce qu'on dit souvent aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a un PIB qui est quand même très lourd en matériaux et en énergie. Donc, c'est toute la question du découplage. Vous avez des gens qui vous disent que le découplage est impossible et donc qu'il faudra décroître. Tu veux ou bien je passe? Vas-y. Je vais juste, effectivement, moi je participe à peu près à ce qui a été dit dans l'idée que la transformation est telle qu'il faut qu'elle soit partagée. Ce qui ne doit pas nous faire oublier que les intérêts ne sont pas les mêmes. S'il y a 3-4 scénarios, c'est qu'il y a 4 façons de voir les sociétés. Je pense que c'est ce que vous avez voulu faire. Et effectivement, les deux, le troisième et le quatrième scénario, ne construisent pas du tout la même société que les deux premiers. Et donc, on le retrouve dans les débats. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des conflits d'intérêts, des conflits politiques, pas simplement d'intérêts bassement économiques. C'est aussi une façon de voir ce qu'est le vivre ensemble. C'est pour ça que je ne souscris pas tout à fait à la formulation de Dominique Méda qui dit on s'en fiche du PIB. Mais je crois que tout le monde s'en fiche du PIB toujours. C'est-à-dire que je ne pense pas que les entreprises travaillent pour le PIB. Les entreprises travaillent pour la productivité, pour la performance et la rentabilité. Et puis, effectivement, les comptables nationaux comptent à la fin un truc qui arrive à la fin et qui dit PIB. Donc, c'est une mesure importante de fonctionnement normal et qu'il faut, nous, en tant que chercheurs et puis société civile, dire c'est pas parce que le PIB va dans ce sens ou dans ce sens que c'est du progrès ou du recul. Et c'est pour ça qu'il faut le dire. Il faut déconstruire le PIB. Mais je pense pas que il faut se poser la question. Qu'est-ce que c'est que la santé pour tous? Qu'est-ce que c'est la santé pour tous? Ça a l'air simple, mais en même temps, on pourrait y mettre derrière des choses très différentes. Voilà. Et juste, il y a un argument, pardon Patrick, il y a un argument de Jean-Marie Harribey avec lequel on se dispute depuis très longtemps, depuis presque 20 ans sur ces questions-là, mais qui est un argument très important. Il nous rappelle que dans le PIB, il y a du don marchand. C'est-à-dire que le PIB, c'est la somme du PIB marchand et du PIB non marchand, où il y a tous les services publics. Et en gros, Harribey dit, si ce PIB il est rempli de façon plus importante de toute l'activité des services publics qui, de surcroît, parviennent à développer des activités légères, c'est très bien. Oui, un point sur le débat croissance, décroissance, sobriété. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, les économistes académiques, aujourd'hui, il y a controverse sur le sujet. Est-ce que le découplage absolu sera possible ou pas? C'est un sujet de controverse. Certains économistes expliquent que le découplage absolu sera possible et argumentent, et d'autres économistes avancent exactement l'inverse. Donc on est sur un univers controversé sur lequel il n'y a pas de consensus. Donc, dans cette situation, il y a trois postures possibles. La première posture, c'est la croyance. C'est d'adopter, de croire qu'une des deux parties a raison. Donc de croire que le découplage absolu va être possible ou croire qu'il va être impossible et qu'il faut absolument décroître.
La croyance, c'est une posture religieuse. On est dans la croyance. La deuxième posture, c'est l'attentisme. Puisque les scientifiques ne savent pas, on ne fait rien. La troisième posture, et c'est la posture que nous essayons d'adopter, c'est de dire menons des politiques de sobriété, puisque c'est le plus sûr chemin d'atteindre nos objectifs. Voilà. Ouais. Alors, il y a encore le temps, je crois, pour une autre question, ou d'autres questions. Oui. J'arrive pas à les lire, alors peut-être que tu peux les dire. Excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Désolé, parce que ça ne passe pas pour moi. Désolé. Alors, il y a une question. En quoi la baisse du niveau de productivité entraînerait-il une meilleure allocation des ressources ? Allocation, pardon. Et j'ai une question du collectif, une remarque et une question du collectif HBM Paris qui nous dit 4 jours de débat. Alors, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on y a répondu dans une autre session, mais on se permet de la reposer ici. 4 jours de débat, mais toujours pas de réponse à la question suivante. Pourquoi Paris et Logiciem et Paris Habitat font le choix de la ventilation électrique dans les bâtiments parisiens, alors que la tendance est partout à la ventilation naturelle? Mais je vous en prie. C'est une question que je relayerai à mes collègues du service bâtiment. Je serais un peu moins optimiste. À ma connaissance, la tendance n'est pas partout à la ventilation naturelle. On est encore beaucoup sur la mécanisation des usages et des bâtiments. La première question. Je vais répondre très rapidement. C'est le constat, en fait, ça vient du constat qu'historiquement, les niveaux de productivité se sont accompagnés de fortes consommations d'énergie, de matière et de division du travail, et que les quatre étant liés, je pense qu'effectivement, si on veut réduire l'énergie et la matière, il faudra aussi baisser en productivité. Je prends aussi l'exemple de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on dit toujours la transition, la bifurcation agricole, c'est sortir de l'agriculture industrielle pour aller vers une agriculture en circuit court, paysanne, dont on sait très bien que les niveaux de productivité vont être plus faibles. La qualité de l'alimentation sera meilleure, peut-être, je l'espère, l'emploi aura plus de sens, le travail agricole aura beaucoup plus de sens, moins solitaire aussi. On a beaucoup sur le territoire de collectifs maintenant agricoles, ce qui est un phénomène relativement nouveau par rapport à l'histoire de l'agriculture. Donc, dans ce sens-là, l'exemple de l'agriculture montre que pour bifurquer, le résultat de cette bifurcation, c'est que la productivité moyenne diminue. Voilà, c'est simplement... Alors après, la question politique reste posée, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Je n'ai pas répondu à la question, je parlais en tant qu'économiste. Là. Alors, on a encore le temps, allez-y. Une question au fond. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un peu un pas de côté, mais à vous écouter, il est clair que la planification va jouer un rôle majeur et ça doit se passer à l'échelle mondiale. Mais est-ce que vous y croyez? Parce que non, mais quand on voit que la prochaine COP, qui est quand même le principal moment pour la planification, et justement faire toute cette démarche, que ce soit de sobriété ou de bouleversement, en tout cas de notre économie, se passe en Égypte, donc une grande démocratie financée par Coca-Cola, on peut quand même se poser des questions. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous y croyez? Bon, alors, je veux bien essayer de répondre. Moi, il se trouve que j'ai travaillé au plan dans le temps, vieille formule, dans les années 80. Enfin, donc, je crois vraiment à la planification rénovée, évidemment, écologique, hein. Et je crois que la planification doit être envisagée d'abord à toutes les échelles territoriales, d'accord, que ce soit au niveau des départements, au niveau des agglomérations, au niveau national, européen, etc., et même au-delà. C'est pas parce qu'on voit bien qu'au niveau international aujourd'hui il y a une régression de la coopération caractéristique, hein, qu'il n'y aura pas, il y a pas nécessité d'envisager l'idée d'une planification. Donc, ce matin, dans la session sur la planification écologique, il a été mention
European Green Deal, le pacte vert européen, qui est loin d'être parfait. Mais dans ce pacte vert européen, il y a un début de planification européenne. Donc ça veut dire qu'il y a des existants qui sont certes imparfaits, mais ça veut dire qu'il y a une progression. Et cette idée de planification à l'échelle européenne, même très légère ou même insuffisante, n'était absolument pas envisageable il y a 10 ans. Donc il y a quand même, si vous voulez, pour essayer d'être optimiste, et ce n'est pas un optimisme de circonstance, c'est-à-dire il y a une avancée vers la planification. Je crois que maintenant, il y a un nombre croissant de décideurs politiques et même privés qui se rendent compte de la nécessité de la planification. Alors, je vais peut-être faire hurler certains de mes collègues ici. Monsieur Roux de Bézieux s'est déclaré partisan de la planification écologique, alors qui est le patron du MEDEF. Hein. Alors, on peut rire, on peut dire que c'est de la récupération. Je dirais pas totalement. Je crois que les entreprises elles-mêmes se rendent compte de la nécessité absolue pour arriver à prendre leurs décisions demain, notamment vers une société plus décarbonée, bien d'avoir des projections, du travail prospectif comme le fait l'ADEME, mais bien plus que ça. C'est d'ailleurs une coordination, notamment coordination de tous les acteurs privés et publics et à l'intérieur de la sphère publique. Quand on voit le nombre d'acteurs publics qui travaillent sur cette question de la transition, enfin de la bifurcation, et qui ne se coordonnent pas vraiment, avec des querelles de chapelle, des querelles de ministères, etc., il y a un vrai souci. Donc la planification, c'est un moyen de se coordonner. Donc commençons à l'échelle nationale. Il y a déjà un début à l'échelle européenne. Ensuite, la mondialisation, elle est en train d'évoluer. Mon hypothèse, c'est qu'on va vers une régionalisation. Il va y avoir des blocs régionaux. Eh bien, l'Europe en est déjà un, d'ailleurs, en tant que tel. Il y aura d'autres blocs qui se constitueront. Espérons qu'il y aura de la planification à l'intérieur de ces blocs pour pouvoir aller vers un environnement plus écologique, moins carboné. Et c'est ça, c'est vers quoi il faut essayer de tendre, de se battre. Et je pense que dans le monde, il y a quand même il n'y a pas que des décideurs publics et privés, il y a aussi des ONG, il y a aussi des tas d'acteurs qui sont regroupés et qui aujourd'hui font une pression très importante pour cette transformation-là, pour cette nécessité de vision de long terme, de coordination. Voilà, donc j'essaie de vous répondre pour vous montrer que quand même, il ne faut pas désespérer totalement en matière de planification, même si vous avez raison. La COP est sans doute un exemple, un argument. Mais la COP, c'est peut-être pas ce qui nous donne le plus d'espoir aujourd'hui, de toute façon. On est bien d'accord. Est-ce que vous voulez compléter? Alors, oui, allez-y. La dernière. Non, allez-y. Alors, c'est très court. J'ai promis d'être très court, donc c'est très court. Est-ce que le cadre juridique européen du traité constitutionnel est adapté, puisqu'il me semble que c'était quand même un peu basé sur la libre concurrence non faussée? Est-ce qu'il ne faut pas changer aussi ces textes? Qui veut répondre? Comment? Bien sûr. La réponse est non. Mais c'est pareil. Moi, je n'aime pas la vision blanche et noire du monde. Et je pense que, par exemple, les Européens, et encore on l'a critiqué, nous les économistes atterrés, on l'a critiqué fortement. Mais il y a quand même un plan européen qui a été mis en place à la suite de la pandémie. C'est-à-dire que c'est un début de programmation des investissements communs, du financement, de la mutualisation du financement européen qui n'existait pas. Donc c'est-à-dire que c'est loin de ce qu'on souhaite, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Donc je crois que ou bien on dit c'est nul, ça sert à rien et on n'en parle plus, ou bien on dit attention, là il y a des avancées et on continue de pousser, quoi. Où qu'on soit, dans les organismes où on est, en tant qu'ONG, si on est une ONG, on est un syndicaliste, etc. Voilà, pour que ça aille dans la bonne direction. Patrick, tu voulais rajouter? Non, enfin, j'irais dans le même sens que toi. On peut toujours regretter que ça n'aille pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Néanmoins, au niveau européen, il y a effectivement des avancées. La Banque centrale est en train de bouger sur sa doctrine, même si c'est timide, elle est néanmoins en train de bouger sur sa doctrine d'intervention. L'Europe est en train de travailler à la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour taxer les produits qui seraient importés, pour faire un miroir du marché carbone intra-européen aux biens qui seraient importés. Et donc là aussi, c'est beaucoup débattu parmi les économistes ou parmi les ONG, certains trouvant que c'est pas assez ambitieux, mais c'est un premier pas quand même qui va dans le bon sens. L'Europe est le premier marché du monde. Si le premier marché du monde met des contraintes carbone à ses frontières, on peut imaginer, ça répond aussi à la question précédente, que ça embarque quand même une partie des pays fournisseurs, une grande partie des pays fournisseurs. Donc
on peut toujours trouver que ça ne va pas assez vite. Et l'ensemble des évaluations, que ce soit celle de l'ADEME, du Haut Conseil pour le climat ou d'autres, montrent qu'aujourd'hui, les actions ne sont pas au niveau de nos ambitions. Les actions sont bien en deçà de nos ambitions. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'actions qui vont dans le bon sens. Peut-être arrêter. Donc, merci. Vous avez été un auditoire très réactif et merci pour vos questions. Et merci bien sûr à mes collègues là et amis pour leurs interventions. Voilà, vous pourrez réécouter. De toute façon, l'ADEME a publié. Il faut aller voir sur le site de l'ADEME, hein, par exemple. Hein. Et donc, Dominique Méda, Irisco aussi, vous avez des travaux. Iriso, pourquoi je dis Irisco, je sais pas pourquoi. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et notre livre des économistes atterrés, qui est d'ailleurs un succès de librairie, qui vient d'être mis en poche même maintenant. Voilà, bah, vous pouvez aller le voir. C'est pas bien de faire de la publicité, mais c'est un livre qui répond en partie à certaines des questions qu'on a abordées. Voilà, donc écoutez, continuez bien. Et puis merci aux organisateurs du Printemps de l'économie qui sont bien épuisés. Là, c'est le dernier jour, on arrive à la fin. Vous avez fait un super travail. Hein. Merci.